Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant Nice. L'OGC Nice, ça y est, c'est imposé à l'extérieur, c'est qualifié pour le tour suivant de Coupe de France et a marqué des buts en 2024. Que de belles premières à fêter en ce début d'année. Blague à part, l'OGC Nice du coup qui s'impose 3-2 au Matmut Atlantique sur le terrain des Girondins de Bordeaux. Un match un peu dans la douleur. Bon, il y a des choses positives à dire quand même, on y reviendra avec mes invités du jour. Mais bon, voilà, la qualification, but d'Evan Guessant, doublé de Morgan Sanson, c'est l'essentiel est à retenir. Prochaine étape, on le verra avec un tirage au sort demain soir, dimanche, parce qu'on enregistre tout de suite après le match. Mais avant de se projeter sur la suite du parcours, que l'on espère toujours aussi positif, avec peut-être un petit derby face à Monaco, des retrouvailles avec le Puy, on verra un peu ce qui nous sera réservé. Mais revenons quand même sur ce match en Gironde et cette première vraie victoire de l'OGC Nice en 2024. Je vais m'avancer en disant qu'elle fait un peu du bien aux têtes, même si vous connaissez cette émission, on s'attachera aussi à décortiquer ce qui n'a pas fonctionné. Pour cela, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Alric. Salut Alric, comment vas-tu ? Bonsoir Sky, bonsoir à tous. Écoute, on va débriefer une belle victoire à l'extérieur. Enfin, en tout cas, une victoire avec des buts, donc c'est sûr que c'est bien. Mais évidemment, comme je ne suis pas quelqu'un qui peut se contenter de la médiocrité, parfois je vais revenir sur des choses qui ne m'ont pas plu. Ouais, tout n'a pas été parfait, mais une première victoire à l'extérieur depuis 4 matchs. Du coup, c'est aussi bien de briser cette mauvaise série-là, même s'il faudra aussi le faire en championnat forcément. Et puis, 3 buts, on reviendra là-dessus également. Ça fait un peu effet bouteille de ketchup, mais je pense que ça remet aussi certaines têtes à l'endroit avant la rencontre face à Metz la semaine prochaine à la maison. Turkel nous fait également l'amitié d'être avec nous. Salut Turkel, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Turkel, on est content un peu de cette qualification quand même. On a tendance à dire que c'est l'essentiel. C'est un peu ce qu'on a dit après notre qualification à l'arraché in extremis face à Auxerre. Mais bon, en premier lieu, et on va commencer le premier tour de table virtuel comme ça. L'essentiel pour le l'OGC Nice, c'était de se qualifier, même si c'était à l'extérieur, face à une équipe de Ligue 2. On le rappelle, les Girondins de Bordeaux. Il fallait éviter le faux pas. Après, à la limite, bon, on verra dans les prochaines semaines si la manière a une influence sur l'évolution du gym en championnat. Mais voilà, en couple, l'essentiel, c'est pas de se taper la honte de se faire sortir par un plus petit que soi. Non, voilà. Puis alors, je trouve qu'on a vu un beau match de coupe pour le coup, avec des buts. Vraiment, c'était d'une cage à l'autre, donc c'était sympa à voir. Et puis voilà, ça fait du bien après le match du week-end dernier à Rennes où c'était vraiment très compliqué à supporter. J'ai eu la chance de ne pas le voir du coup, mais du coup, ouais, je suis content de la victoire. Et puis voilà, on passe un tour de plus. On sait que cette Coupe de France, on a un petit contentieux à régler, donc on espère aller au bout. Et puis voilà, on verra bien sur qui on tombe au prochain tour. Petite pensée pour le FC Nantes qui est sorti de la compétition, battu par Laval et par un but de notre champion du monde avec la sélection de Malik Chokunte. Donc effectivement, c'est pas tant par détestation du FC Nantes, même si ça fait toujours plaisir, que souligner quand même que c'est l'un des nôtres et un illustre champion du monde niçois qui les a sortis. Ça fait toujours du bien. Allez, on prend les bonnes vibes dans ce début d'année 2024. Le petit cookie de la soirée, c'était ça. Exactement, délicieux, le petit verre de lait chaud. Il n'y a plus que le Père Noël à attendre maintenant, même si c'est encore dans 11 mois. Bref, je m'égare un peu, Alric. Bon, on a tendance à dire, encore une fois, je suis désolé de me répéter, que l'essentiel, c'est la qualification. On va revenir sur ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné, sur nos satisfactions quand même sur ce match-là. Et je pense que les 3 buts seront forcément en tête de liste. Mais voilà, l'OGC Nice passe en 8e de finale. On sait qu'il y a encore des petits poussés, mais aussi des grosses écuries de Ligue 1 sur le parcours. Mais voilà, 8e de finale, ça commence à être des matchs où on a envie de s'emballer, de se dire que voilà, peut-être une affiche à la maison et derrière, tout de suite, on rentre dans le Final 8. Enfin, je sais pas, est-ce qu'on en est au stade de la compétition où on se dit, ça y est, cette année, on a passé les tours un peu boiteux, maintenant, on a envie de jouer crânement notre chance à fond. À partir du 8e de finale, je pense que oui. Parce qu'effectivement, les taux se resserrent, le nombre d'équipes se réduit et tu commences à avoir de plus en plus de chances d'aller dans le dernier carré, enfin d'être dans les dernières équipes qualifiées. Après, la formule est basique, c'est la qualification qui compte en coupe, c'est clair. Il faut retenir ça. C'est quand même une victoire où tu marques 3 buts à l'extérieur. Évidemment, il y a des choses qui ont été beaucoup moins bonnes. Il faudra quand même y revenir dessus parce que on peut pas dire qu'on avait une équipe B cette fois-ci. On avait plutôt une équipe qui ressemblait à une équipe titulaire de Ligue 1. Et on a quand même vu quelques errances. Mais pour revenir sur le positif, parce que c'est quand même ce qui prime ce soir, effectivement, quand tu es qualifié en 8e de finale, tu peux t'autoriser à te dire
t'as une chance d'aller au bout, et c'est ce qu'on souhaite. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu de trophée, et je pense que la finale de 2022, il faut l'effacer des esprits. Ouais, un petit contentieux avec cette finale de 2022, mais on va pas revenir dessus éternellement. Juste le temps qu'on arrive à gagner quelque chose, quand même, autre chose qu'un match et qu'un 16e de finale de Coupe de France. Voilà, ça fait que 2 ans. On rumine encore bien 2006 et le reste, de toute façon, les années 70 pour les plus anciens d'entre nous aussi. Messieurs, je voudrais qu'on revienne du coup sur cette composition d'équipe. Alric le disait, une équipe quasiment A. Bon, petites exceptions près, forcément les absents déjà les absents à la CAN, ça se passe d'ailleurs pas très très bien pour eux, on en est désolé, même si on se prendra de les récupérer le plus vite possible en lot de consolation, on va pas se mentir. Marcin Bulka au cage, une défense, Melvin Bardante et Jean-Claire Todibo qui faisait son retour de suspension et Jordan Lotomba, un milieu de terrain un peu expérimental avec Rosario, Tom Louchet, Morgan Sanson et devant Mohamed Adicho, Gaëtan Laborde et Evan Guessant en pointe. Alors vous connaissez l'exercice, chers auditeurs, auditrices, et puis messieurs qui sont avec moi aujourd'hui. On va dire quasiment peut-être la composition d'équipe la plus, on va dire la plus poussée qu'on pouvait voir. On a eu la chance de ne pas revoir Alexis Claude Maurice au milieu de terrain. Peut-être que la petite, la petite chose inattendue, c'est Youssouf qui finalement était sur le banc. On sait que Kefren Turam reprenait à peine. On les a vus arriver un peu après l'heure de jeu, à l'exception de cette nouvelle titularisation de Tom Louchet, qu'on appelait de nos voeux, même pas forcément à ce poste-là. C'est à peu près cohérent ce qu'a proposé Francesco Farioli pour vous. En tout cas, sur le papier, on reparlera évidemment du match et de l'animation plus tard. Moi, je trouvais ça plutôt cohérent. Moi, le seul point qui me dérange un petit peu, c'est de laisser les clés du jeu au milieu de terrain à Pablo Rosario. Maintenant, il n'y avait pas vraiment, il n'y a pas grand chose à redire. Seulement, le fait que justement, je trouve que la construction est passée plus par les côtés ce soir que par le milieu de terrain, par l'axe. Et que ça a pu peut-être nous pénaliser un moment ou deux, même si globalement ça va quoi. Enfin, clairement cette équipe-là, tu la titularises en Ligue 1, y a pas de problème. Ça se passe très bien. Moi, je suis très content aussi de la titularisation de mon petit chouchou Tom Louchet. Voilà. Très content parce qu'il fait encore une belle prestation. Donc, il y a un fan club qui va se créer dans cette émission. Je vous préviens, tôt ou tard. On est deux déjà. Ah ouais, voilà. Non, mais vous êtes déjà Tom Louchet, c'est un bonbon. C'est vraiment. Moi, je participe, je prends ma carte, je suis plutôt de bonne volonté globalement, mais. Moi, j'ai déjà pris mon adhésion. C'est clair. Non, mais c'était vraiment bien. Puis voilà, offensivement, c'était un peu plus équilibré, même si je suis toujours pas fan de Laborde à droite. Franchement. Enfin, surtout vu ce que. C'était encore pire à gauche à Rennes. Oh non, mais moi, sur un côté, je suis anti-Laborde sur un côté, moi, clairement, il y a pas de débat. Mais bon, j'aurais préféré l'inverse, Guessant à droite et Laborde en pointe. Mais bon, maintenant, ça a payé de toute façon, donc voilà. Ça a donné raison à Monsieur Farioli. Alric, ça a payé avec Evan Guessant, le buteur, qui s'est d'ailleurs procuré beaucoup d'occasions. Après, chacun le lira comme il le souhaite. Est-ce que Evan Guessant a croqué beaucoup d'occasions ou est-ce qu'il s'est montré dangereux, notamment un poteau trouvé, peut-être un petit manque de spontanéité dans la surface, mais récompensé malgré tout avec ce but, et je pense que ça lui fera du bien à la tête. On le sait dans cette émission qu'on a un petit agenda pour voir Gaëtan Laborde en pointe. Bon, on s'est un peu, je pense, résigné si même quand Terem Moffi est appelé à la CAN, on ne le voit toujours pas devant. Il y a une interview cette semaine de Francesco Farioli qui disait tout le bien qu'il pensait de Gaëtan Laborde et tout ce qu'il apportait au collectif en étant titulaire à droite. Bon, voilà, du coup on l'a vu. Tu l'as dit, c'était peut-être un peu moins pire qu'à gauche la semaine dernière, mais bon, ça a un peu exilé aussi Mohamed Adicho sur un côté gauche où il était moins à l'aise, même si après il a retrouvé ses marques finalement un peu sur le côté droit par intermittence. Ça a fonctionné aujourd'hui. On parlera plus en détail du milieu de terrain après avec Morgan Sanson, double buteur notamment. Mais qu'est-ce que tu retiens de ces choix en fait de Francesco Farioli ? On sent bien qu'il y a des choses sur lesquelles il ne bougera pas, même avec la Coupe de France, même avec un petit turnover qu'il se permet, notamment grâce aux absents, mais aussi à la poussée de certains jeunes. Et on parlait de Tom Louchet. Mais on sent très bien qu'il y a des cartes qui sont déjà jouées. On parlait de Laborde et de Guessant notamment. Il y a des choses qui ne bougeront pas dans son esprit. Alors, c'est respectable de la part de Francesco Farioli d'avoir des idées qui a priori fonctionnent pour lui et qu'il a envie de garder
tel quel. Contrairement à d'autres, il boude pas en disant puisque vous aimez pas la façon dont je joue, je mets mes 4 attaquants devant et ça va être dégueulasse. Christophe Galtier. Oui, voilà, non, ça on n'en reparlera pas, mais non, c'est respectable de son côté. Par contre, il est vrai que tu parlais de l'interview de cette semaine parue dans l'équipe à propos de Gaëtan Laborde. Si on avait des attaquants qui étaient des serial buteurs avec un Mofi qui serait à 15 buts, à Evan Guessant en étant remplaçant qui serait à 6 ou 7 buts, moi je veux bien qu'on sacrifie un buteur comme Laborde en le mettant sur le côté, en admettant qu'il ne marquera pas beaucoup de buts, mais qu'il se mettra beaucoup plus au service de l'équipe, mais c'est pas du tout le cas. Et donc quand ton numéro 9 n'est pas présent, si tu continues à le mettre sur le côté, y a quand même moi je pense qu'il y a quand même un problème. Alors je suis pas Francesco Farioli, par contre je serais très intéressé d'avoir une discussion avec lui pour essayer de comprendre pourquoi il insiste sur ça. Après, concernant Evan Guessant, écoute, on peut le voir sous l'angle du fait qu'il a raté beaucoup d'occasions, mais on peut aussi le voir sous le fait qu'il s'est créé beaucoup d'occasions. Moi je pense que c'est plutôt bien pour lui qui depuis quelques semaines quand même avait du mal à se mettre en évidence. Je pense encore à son match au Havre où c'était absolument horrible parce qu'il n'arrivait pas à se créer d'occasion alors que c'était lui notre numéro 9. Là il s'en est créé, il aurait mérité de marquer 2 ou 3 buts, mais voilà, l'essentiel c'est qu'il est marqué, que l'équipe a globalement bien joué et qu'on se repartit avec la qualification. Après les choix de Farioli, tant que ça gagne, j'ai envie de te dire, on peut toujours les discuter, hein, c'est lui qui aura raison. Oui, tu es 2e du championnat, toujours, malgré la défaite, mais tes concurrents directs ont également perdu. Tu es en 8e de finale de Coupe de France. Bon, je pense qu'on aurait tous signé avec notre sang il y a encore 3 semaines pour rester à ce stade-là, sans même parler. Je pense qu'on aurait sacrifié des bébés animaux au mois d'août, hein, si on nous avait dit, si on avait proposé ça. Mais voilà, forcément, nos hésitations face au choix de Francesco Farioli sont parfaitement inaudibles du moment que ça marche, même si offensivement commençons peut-être par ça, tenez, parce que je pense qu'il y a quand même, et je lisais un peu les réactions de travers certes, mais sur les réseaux sociaux avant de lancer cette émission là, je pense que tu as quand même une certaine frustration de la part de beaucoup de nos supporters, hein, supporters du gym comme vous et moi messieurs, sur la difficulté de dire qu'en fait ce match a été accompli offensivement alors qu'on marque 3 buts. Moi je vais juste donner mon avis pour commencer si vous le permettez. Je trouve qu'au-delà des 3 buts, et on reviendra sur le contexte de ces buts effectivement, notamment du doublé de Morgan Sanson, mais je trouve qu'on s'est procuré davantage d'occasions et plus que de situations. On a eu vraiment davantage d'occasions net sur cette rencontre que sur les semaines passées, notamment à l'extérieur où ça avait été quand même régulièrement catastrophique. On a manqué d'adresse devant le but, pas que, hein, parce qu'en début de match, le gardien bordelais a quand même fait 2-3 arrêts assez intéressants, hein, même si après il a vite été éclipsé dans le reste de la partie. Mais moi, je choisis pour une fois de voir un peu ce qui était de positif, de dire j'ai l'impression que devant, il y a eu davantage de volume de jeu, davantage de présence devant le but, davantage d'occasions. Ça n'a paradoxalement pas forcément toujours marché, même si tu marques quand même 3 buts, mais t'allais les provoquer ces buts là, même si c'était sur des faits de jeu parfois, tu as impulsé une dynamique devant, et peut-être que Mohamed Ali Chaud d'ailleurs n'y est pas tout à fait étranger, qu'on n'avait pas vu ces dernières semaines. Et moi je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail, mais ça me rassure de voir ça en me disant qu'avec le retour d'un Terem Moffi ou peut-être d'un milieu de terrain un peu plus compact, on serait enfin sur la bonne piste, en tout cas au niveau des intentions. C'est à remettre en perspective avec la faiblesse de l'adversaire, mais effectivement, il y a eu de ce que tu dis. Ce qui est regrettable tout de même, c'est que on met de côté les arrêts du gardien, parce que c'est vrai que c'est difficile de dire oui, mais on aurait pu marquer plus de buts. Le gardien fait des arrêts. Il a le droit quand même, c'est son métier. Mais voilà, il est là pour ça, on peut pas l'enlever. Par contre, quand tu es seul face à la cage, que tu tires au-dessus ou que tu fracasses la barre transversale, là tout de suite ça me pose un peu plus problème. Donc on peut retenir, et c'est ce qu'on va retenir finalement, qu'on s'est créé beaucoup d'occasions, qu'il y a eu beaucoup de présence, mais voilà, en face il y avait quand même un adversaire qui était relativement faible. Ça reste à confirmer dans un match de Ligue 1, notamment face à nos concurrents directs qui arrivent très vite. Bordeaux, on le rappelle, englué à une 15e place de Ligue 2, alors que Auxerre, qu'on a éliminé au tour d'avant, est tout simplement premier et joue la montée. Donc bon, quand même 2 adversaires assez
dans des situations assez diamétralement différentes. Turkel, par rapport à cette attaque, on attendait forcément beaucoup de la première titularisation de Mohamed Ali Chou. Alors, j'ai pas envie de concentrer le débat forcément sur lui. Est-ce que c'est une coïncidence pour toi ? Ou est-ce qu'au final, le fait d'avoir un élément aussi un peu plus... en l'absence de Jérémy Boga, qui d'habitude fait un peu cette étincelle, cette électricité, ce rôle de détonateur, et ben là, du coup, on a eu un joueur qui avait envie de jouer de l'avant, qui a provoqué pas mal de choses, dont un penalty sur lequel on reviendra forcément, mais... Oui, là, il y a de quoi dire, hein. Moi, ce que je note ce soir, et alors j'ai pas de stats à dire, etc., mais j'ai la sensation que c'est le match où on a le plus de ballons qui arrivent dans la surface. Alors je t'annonce, si tu veux des stats, 20 tirs, 9 cadrés, ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé, effectivement. Déjà, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé, mais surtout, j'ai beaucoup aimé que les passes arrivent dans les pieds et dans la surface. Et ça, pour moi, c'était un truc qui nous faisait défaut. On avait déjà parlé en début de saison... nos problèmes dans les 20 derniers mètres. Alors, je dis pas que c'est corrigé. C'était face à Bordeaux. Comme tu l'as rappelé, 15e de Ligue 2. Même si ce soir, j'ai pas l'impression que pour moi, c'était pas un 15e de Ligue 2 qu'on avait en face. Je le trouvais bien meilleur que ça. Franchement, ça, on peut s'en satisfaire. Je trouve que c'est une belle évolution. Et j'ai aussi bien aimé, alors malgré ces petits problèmes de visée à Evan Guessant, j'ai bien aimé la façon dont il a utilisé son gabarit, notamment pour se procurer des occasions, parce qu'il n'est pas pour rien dans le fait qu'on ait eu beaucoup d'occasions ce soir, notamment en première mi-temps, je l'ai trouvé très actif. Mais oui, j'ai beaucoup aimé Mohamed Ali Chou dans sa façon de provoquer, de toujours chercher à distribuer le bon ballon, etc. Maintenant, comme je disais un peu plus tôt avant l'émission, j'attends de voir ce que ça va donner sur la durée. Est-ce que c'est là, comme on le rappelle, c'est un 15e de Ligue 2. Est-ce qu'en Ligue 1, ça va être représentant, parce que bon, on a Boga déjà qui a ce profil-là à gauche. Il jouera faire jouer les deux en même temps, ça ne va pas être déséquilibré, tu penses éventuellement ou non, au contraire, ça ne va pas créer du déséquilibre, ce dont on manque terriblement en attaque. Je pense de les aligner tous les deux. Non, je pense pas. Et puis peut-être qu'aussi ça permettra de faire autre chose offensivement. Moi, je trouve que le but, c'est d'aligner tous les deux, comme a dit Alric, d'avoir vraiment le même type de possibilité, que ce soit à gauche ou à droite, parce que là, on est quand même beaucoup dépendant de notre côté gauche. Hein. Bard fait encore une très très belle prestation ce soir. Là, ce soir, le côté gauche, au départ, Bard, Sanson, Chaud, c'était quand même quelque chose. Hein, c'était sympa. Non, voilà, on peut se satisfaire de ça. Maintenant, voilà, si vous voulez qu'on parle des buts, là, on peut pas s'en satisfaire. Enfin... Parlons des buts et parlons du milieu de terrain notamment, parce que voilà, Morgan Sanson, auteur d'un doublé. Du coup, alors avec Alric, on est quand même des habitués dans cette émission à dire qu'on en attend plus, notamment niveau stats de Morgan Sanson. Bon, alors, de ce côté-là, forcément, rien à dire. Un penalty. Un penalty très bien tiré. Et revenons quelques instants sur ce penalty. Alors, bon, certes, j'étais devant un stream tchèque qualité DivX pour les anciens, donc j'ai pas forcément tout vu. J'ai regardé 3 fois le ralenti. Moi, personnellement, le penalty est sifflé dans l'autre sens. Je vais jeter mes vêtements au feu et me scarifier avec des branches de sol dans le jardin, quoi. Mais ouais, je confirme. Je sais pas vous, mais bon, vous nous direz, chers auditeurs, auditrices, sur nos réseaux, ce que vous en pensez. Mais bien du mal à avoir le contact, et j'ai surtout l'impression que Mohamed Ali Chou, en fait, avec ou pas ce contact supposé, de toute façon, on n'aurait pas eu le ballon. Enfin, je suis un peu perplexe. Il joue bien. Alors, le problème, c'est qu'on voit pas vraiment l'image de cette retenue par l'épaule. Donc, moi, des images que je vois, franchement, j'ai presque honte, quoi. Enfin, bon, bref. Après, voilà. C'est un bon penalty Ligue 1 à l'ancienne, avant la VAR, tu sais, le genre de penalty que tu te prenais à la 75e face à Saint-Etienne au Stade du Rail pour quand tu voulais te faire punir par Varela ou je sais pas quoi, tu vois. C'était le genre de soirée cauchemar qu'on pouvait se prendre il y a 15 ou 20 ans. Là, pour le coup, je suis vraiment désolé pour les supporters bordelais parce que vraiment, pour un péno comme ça... Et c'est la seule chose dont on s'excusera envers eux ce soir, d'ailleurs, vu leur magnifique accueil. Voilà, parfaitement indigne. Alric, sur ce penalty... Il joue bien le coup. Pour moi, il n'y a pas forcément grosse faute. On ne va pas s'en plaindre. C'est une occasion de but quand même. C'est une occasion de marquer assez simple, entre guillemets. On arrive à le transformer, à se rendre, entre guillemets, le match plus facile, même si c'est un concept qui n'existe pas à l'OGC Nice.
Donc oui, voilà, pas grand chose à dire. Ça siffle au penalty. Dans l'autre sens, je pense que je casse ma télé, c'est sûr. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas spécialement faute plus que ça. Et pour ce doublé de Morgan Sanson, alors je fais un peu une focale. Bon, forcément, c'est le double buteur de la soirée, donc à tout seigneur, tout honneur hein, pour commencer. Mais parlons de ce milieu de terrain qui avait été une énorme déception, et je pense qui avait été l'iceberg qui a fait couler le Titanic au GC Nice face à Rennes, notamment avec une piètre performance de Morgan Sanson. Là, on en parlait un peu hors antenne. Peut-être que Torkel va un peu modérer ce que je vais dire sur le match de Sanson. Alors, au-delà de ses 2 buts, c'est très bien qu'il marque un doublé. On peut que le féliciter, il nous offre la qualification. Mais essayons de lire un peu sa performance et son match en dehors de la lumière de ce doublé-là. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, et c'est bien illustré par le 2e but, c'est qu'on l'a vu faire un appel, une projection. Il y a la réussite du contre-favorable, mais il faut être là, il faut techniquement après la mettre au fond, il faut faire cette course, cet appel-là. Il n'y a pas beaucoup de nos milieux de terrain depuis le début de la saison qui ont fait ce type d'appel-là et qui ont proposé une solution. Moi, j'ai vraiment aimé voir ça. Et contrairement au match face à Rennes où Sanson avait un peu coulé, disparu et n'était finalement pas trop sorti du rond central, là, on l'a vu proposer souvent plein de choses, envoyer des ballons dans la surface, provoquer le surnombre. C'était lui, au final, la pointe haute du milieu de terrain. C'est peut-être ça qui a changé. Il en a été récompensé. Tout n'a pas été réussi. Mais moi, j'ai vu du match de Morgan Sanson aujourd'hui ce que j'attends de la pointe haute du milieu de terrain à 3 de l'OGC Nice. Tu veux dire ce que ne fait pas Kefren Turam? Alors, je ne vais pas nommément accuser les gens comme ça, mais bon, effectivement, on aimerait que Kefren Turam claque un doublé en 8e de finale. Voilà, c'est notre challenge du jour pour Kefren. Moi, je nomme les gens, hein, je dis les noms. On va avoir des problèmes encore, mais vas-y. Alors, je mets pas en comment ça s'appelle, en porte-à-faux sa prestation offensive, parce que de toute façon, son 2e but, il le met au mental, hein, clairement, c'est vraiment dans la tête, il a poussé jusqu'au bout pour le mettre, et tant mieux pour nous. Je suis pas encore convaincu qu'il était au meilleur de lui-même, mais il a été clairement le leader technique sur ce match. Donc moi, ça me convient. On en parlera tout à l'heure, mais moi c'est plus l'aspect défensif qui m'a posé problème. Mais c'est pas que du fait du milieu de terrain de toute façon. Non, Sanson, comparé à son match, alors, le match de Rennes, j'ai vu un bref résumé. C'était déjà trop. Mais après. Et ouais. Non, clairement, c'était pas ouf. J'ai vu un bref résumé, j'étais pas du tout convaincu. Là, pour le coup, ça n'a absolument rien à voir en termes de prestations. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend de lui, en fait. C'est ce qu'on attend de lui techniquement, et surtout, voilà, cette hargne que moi, je trouve qu'il lui manquait. Là, c'est bien de l'avoir sur un match comme ça, où en plus il marque un doublé, certes avec un penalty, bon, bien sûr, mais il n'était pas en reste devant la surface. Il a été un petit peu, je sais pas, le carré, il l'a pas trouvé sur la manette. Il n'arrivait pas à tirer. Et quand il tire, ça marche. Non, il a du mal à trouver le bouton. Non, mais tant mieux. Franchement, bah ouais. Non, mais on est d'accord. Enfin, je veux dire. Quand même, quand tu te présentes autant de fois devant la surface, parce qu'il était présent devant la surface, enfin, toujours dans les 19 mètres, il a pas tiré, quoi. Et c'est pas pour, enfin, c'est le mec quand même qui a touché le plus de ballons dans le match, quoi. C'est fou. Donc, voilà. Ça, c'est ces petits axes d'amélioration, et j'espère qu'il marquera d'autres buts. Mais pour ça, il faut qu'il prenne plus sa chance. Voilà. Alric, sur le match de Morgan Sanson, en quelques instants. Globalement, je pense qu'il a fait une bonne prestation, même peut-être revoir un peu l'aspect défensif, mais l'aspect défensif, c'est plus général qu'il a été assez défaillant. Je lui ai reproché en première mi-temps de ne pas prendre sa chance plusieurs fois, comme le disait Torkel, s'est retrouvé souvent en bonne position, mais on a ce fléau, alors qui est un fléau propre à la Ligue 1, j'ai envie de dire, mais qui pour l'OGC Nice est assez flagrant. C'est le fait de toujours vouloir faire la passe de trop à l'entrée de la surface, panique totale, pas trop savoir quoi faire avec le ballon. Plusieurs fois, il avait la place pour tenter une frappe, ce qu'a essayé de faire un peu Mohamed Ali Choum, mais avec moins de réussite. Est-ce que Lee Volant a fait en Ligue 2? Parce que c'est un syndrome qui touche la Ligue 1, mais pas la Ligue 2, apparemment, malheureusement. Exactement. Est-ce que Lee Volant a très bien fait aux 25 mètres vers la fin du match? Voilà, après globalement, je trouve qu'il a fait un bon match, un match correct, voilà, comme l'ensemble de l'équipe, même si défensivement, par moment, fallait se cacher les yeux parce que c'était horrible.
Bon, je sens que vous avez très envie d'en parler. Hein. Bon, on fait cette émission sur un rythme un peu soutenu, hein, je vous avoue, mais on a dit, je pense, qu'il y avait de positif à dire essentiellement. Bon, on peut aller au négatif. Voilà, je sens bien que vous étiez en train d'aiguiser les couteaux et remplir vos chargeurs de balles depuis 20 minutes d'émission. De balles, pardon. Non, surtout ne pas prononcer ce mot dans cette émission. FC balles. Bref, parlons de ce qui a peut-être un peu moins bien marché. Franchement, je l'avais pas celle-là. Je sais que c'est tard, hein. Putain, vous êtes des papis. Hein. On fait l'émission après 20h, il n'y a plus personne. Quoi. Mais, moi, je l'avais. Hein. Bon, c'est bien. Moi, je l'avais, c'était bon. Quelqu'un suit mes blagues nulles encore dans cette émission, ça fait c'est ça la fait souffrance, plaisir. ça me marque. Oui, effectivement. Bon, bref, parlons d'une qualification cette fois, par pitié. Donc, ça a moins bien marché défensivement, et c'est peut-être ce qui est étonnant, parce que c'est forcément le secteur du jeu qui fonctionne le mieux depuis le début de la saison à l'OGC Nice, même depuis plusieurs années maintenant. C'était la défense titulaire, même si va se poser la question pour Jordan Lotomba avec l'arrivée de Valentin Rosier qui doit être encore un peu retapé physiquement, mais 2 buts encaissés face à Bordeaux, évidemment, on ne peut pas s'en satisfaire, et surtout j'ai l'impression, vous allez me dire messieurs si vous êtes d'accord avec moi, que c'est 2 buts où vraiment la charnière centrale a été complètement absente. Alors sur le premier but, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais il y a Dante qui rompt complètement l'alignement, et du coup Todibo ne suit pas l'attaquant qui est laissé seul par le capitaine. Alors bon, voilà, vous me direz dans quel sens vous l'interprétez davantage. Et sur le deuxième, on laisse tout ce temps-là. Alors est-ce que c'est la défense centrale? Est-ce que ça aurait été à Pablo Rosario de se trouver là peut-être aux 25 mètres? Mais en tout cas, il y a cette assise défensive qui a été en faillite par 2 fois. On peut quand même aussi remercier, on le fera jamais assez dans cette émission, Marcin Bulka qui en début de match t'évite quand même de te retrouver mené avec 2-3 arrêts assez précieux qui je pense auraient forcément un peu changé après le cours du jeu et la phase de ce match, mais on peut être que déçu au final de la performance et notamment de notre charnière centrale. En tout cas, c'est mon avis, mais est-ce qu'on peut mettre ça sur le fait que voilà, Jean-Claire Todibo revient de suspension, petite perte d'automatisme ou de rythme, mais on a senti que notre duo longtemps inviolable, là, s'était retrouvé un peu en difficulté face à pourtant seulement l'attaque du 15e de Ligue 2. Non, je l'ai trouvé moins sérieux, mais avant les buts qu'on prend, il y a quand même une très très grosse alerte suite à une tête et une tentative de frappe d'un Bordelais, je sais plus lequel, malheureusement, j'ai pas retenu les noms, mais où Marcin s'emploie fait un double arrêt exceptionnel. Moi, dès ce moment-là, j'ai su qu'on allait prendre des buts dans ce match. Hein. Pour moi, c'était sûr et certain. Mais ouais, je sais pas, je les ai trouvés moins concentrés, moins appliqués et moins solidaires que d'habitude. C'est plus ce point-là qui m'inquiète que les autres. Mais bon, voilà. On prend 2 buts sur des erreurs de marquage bêtes. La tête. Le premier but, je pense que il vient dans le dos de Lotomba et Todibo et personne se parle et personne regarde. Moi, je sais pas ce que vous avez pensé de ce but, mais pour moi, c'est le pire des deux. Hein, je dis la rupture de marquage, que tu sois défaillant quand tu ne montes pas sur quelqu'un qui après fait le beau geste à 25 mètres, c'est rageant. Mais tu as quand même l'exécution de l'attaquant sur laquelle tu peux te reposer. Là, il y a une magnifique ligne où je pense que le ballon ne peut pas passer, et ça se désagrège. Tu sais même pas pourquoi, parce que le Bordelais est tout seul en plus. C'est pas comme s'il y avait eu un appel au premier poteau pour... C'est assez tes milieux mystérieux. ne te parlent pas et ne te couvrent pas, et en plus de ça, toi tu regardes pas parce que t'es aligné pour choper le ballon de la tête ou le dégager, que sais-je. Moi, ce but-là, il me fait chier, parce que on n'en a pas pris beaucoup des comme ça. Et franchement, pour moi, ça fait un peu tâche sur le résultat. Voilà. Après le deuxième, erreur de marquage bête, laisse sa chance et il frappe, et avec la réussite qu'on voit. Mais ouais, je trouve moins de solidarité. Puis même milieu de terrain, tu vois, je trouve que c'est à ce moment-là que pour moi Rosario doit prendre le leadership pour diriger la partie défensive du milieu de terrain, bien organisé. Peut-être moins Sanson parce qu'il a plus l'habitude, mais Louché qui a peut-être moins l'habitude de l'organisation. C'est un peu dommage, voilà. C'est bête de prendre 2 buts. Je comprends que à la fin, Bulka, il est boule, quoi. Enfin, il a vraiment été énervé, ça se voyait. Alric, ce milieu de terrain qui, du coup, bon, on va pas revenir sur Morgan Sanson, mais en tout cas, peut-être le triangle défensif, Rosario, Dante, Todibo, qui nous a apporté tant de satisfaction depuis le début de la saison, qui a un peu
qui a un peu failli. On sait quand même que le deuxième but intervient juste après des changements, tant que ce soit tant côté bordelais que côté niçois. Est-ce qu'il y a eu aussi cette déstabilisation avec peut-être qu'Efren Thuram un peu moins impliqué sur les replis défensifs, Todibo qui sort quelques instants aussi avant le deuxième but, 2 minutes avant avec l'entrée de Youssouf. Est-ce que peut-être qu'on a désagrégé quelque chose en faisant tourner, que les Bordelais en ont profité au meilleur moment et ont aussi du coup mis une nouvelle dynamique qui nous était défavorable dans le match? Peut-être, parce que de toute façon, à partir du moment où ils marquent leur deuxième but, ça devient plus compliqué. Et puis il y a l'espèce d'euphorie qui met le doute un peu dans la défense. Mais je vais revenir sur quelque chose que Torkel a dit. C'est sur le retour de Todibo. Justement, moi je m'attendais, avec ce retour de Jean-Clair, de retrouver un peu de solidité, de solidarité et surtout de la maîtrise défensive, dans le sens où vraiment j'espérais en fait voir les attaquants bordelais buter sur une défense ultra solide, et j'appelais de mes voeux un clean sheet, qui n'a pas du tout été le cas. Et ce qui m'a choqué, choqué c'est le terme, c'est un petit peu le côté presque dilettante, décontraction de carton jaune stupide aussi. Ah oui, alors ça, j'allais y revenir, mais tout d'abord, c'était son attitude que je trouvais trop simple. Je me disais, là, il joue Bordeaux, c'est la Coupe de France, c'est tranquille, c'est son retour. Alors oui, Jean-Clair, tu peux te le permettre parce que tu es très fort, mais le problème, c'est que ça n'a pas été suivi d'une défense imperméable. Comme le disait Torkel, sur les 2-3 occasions bordelaises en première mi-temps, on se dit, ils sont étonnamment seuls, les mecs, quand même. Pour placer des coups de tête, pour mettre à contribution Marcin Bulka. Et franchement, je nous ai vus presque être menés à la mi-temps, parce que je me suis dit, on est trop large, on est beaucoup trop large. Et après, oui, alors il a un fort caractère, il se laisse pas faire, pas de problème, mais ce carton jaune qu'il prend, il est stupide, parce qu'en plus c'est vraiment un geste d'humeur qui ne sert à rien. Mais il faudrait peut-être lui rappeler la règle, que les cartons que tu prends en Coupe de France peuvent être problématiques pour le championnat aussi. Donc franchement, ça m'ennuie un peu. Et ce qui m'ennuie globalement, c'est qu'on prend beaucoup de buts en ce moment. 4 buts depuis le début de l'année civile, en 3 rencontres. Et puis à l'extérieur, ça fait aussi un peu une sale série quand même depuis ce match à Nantes. Donc là, on a eu la ressource pour en marquer davantage et ne pas perdre. Mais je pense qu'on a pris quasiment autant de buts sur les 4 dernières rencontres à l'extérieur que ce qu'on avait pris depuis le début de la saison. Bon, j'ai un peu la flemme de faire l'addition, mais on doit pas être très très loin. On sent que cette solidité défensive qui a fait, sur laquelle on a capitalisé pour cette deuxième place, on s'est dit on va serrer les dents en attendant que Jean-Clair Todibo revienne. Bon, là... Voilà. Tout n'est pas à mettre sur son dos pour ce match-là. Mais non, et puis en Coupe de France, c'est anecdotique. Du moment que tu as gagné 7-6, c'est l'essentiel. Et il faut aller sauver le trophée à la fin, plus qu'en championnat. Mais autant, je pense que ce match-là nous a peut-être donné un peu d'ondes positives avant de recevoir Metz à la maison pour le plan offensif. Alors, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, tout n'a pas été non plus positif, mais bon, on a visiblement bien tous aimé dans cette émission le dynamitage apporté un peu par Mohamed Adicho, le fait que Guessant peut-être se soit un peu décoincé quelque chose, même si on a vu qu'avec Gaëtan Laborde et son dernier but, c'est pas non plus forcément miraculeux, mais par contre derrière, on espérait traverser l'orage des blessés et des suspensions le mieux possible. Ça n'a pas été dingue, mais en tout cas en Coupe de France, le taf a été fait par 2 fois. On a quand même besoin d'une masterclass, je pense, de notre défense centrale, d'un nouveau clean sheet face à Metz la semaine prochaine pour tout à fait être indispensable. C'est indispensable parce que tu prends quand même 2 buts avec ta défense centrale titulaire indiscutable. C'est pas que tu avais Antoine Mendy ou un autre jeune ou même Robson Bambou, pour citer des noms un peu qui font peur. On espère ne plus jamais voir sous notre maillot. C'est en bonne voie, mais on ne sait jamais. Tu as quand même ta défense titulaire qui a été relativement en difficulté, inattentive par moment. Donc tu n'as pas été sanctionné de manière punitive, mais face à un adversaire un peu plus aguerri, avec un peu plus d'efficacité devant le but, je pense à Monaco qui arrive très très vite, ça sera impardonnable. Donc il faut corriger ça, et vite. Il faut très vite corriger ça, espérer peut-être aussi récupérer quelques absents, et notamment au milieu de terrain, on
on insiste un peu là-dessus. Hein. On espère que Khéphren Thuram, bon, son entrée n'a pas été marquante, mais voilà, on espère qu'il reprend tout doucement aussi l'entraînement, le rythme de jeu et physiquement, et qu'il puisse un peu apporter du poids au milieu de terrain face à Metz la semaine prochaine. On espère récupérer aussi très vite Hicham Boudaoui notamment, et puis voilà, avec Pablo Rosario, Morgan Sanson qui était quand même en très grande forme, et Youssouf Ndachimie, on espère que ça pourra un peu stabiliser ce secteur de jeu qui nous inquiète. On avait l'habitude sur la phase allée de dire qu'on avait le choix du roi. Ben là, le choix, on peut l'avoir. On n'a pas parlé de Reda Belayan qui n'est pas rentré en jeu. On n'a pas parlé de Tom Louchet qui a joué dans l'entrejeu, même si on sait qu'il peut jouer partout. Mais on n'a pas parlé de Claude Maurice parce qu'on n'en veut pas. Mais parce qu'il n'était pas là. Voilà, il était physiquement présent. Après, pas sur le terrain. Putain, vous auriez pris des rouges là, les gars. Mais... Ouais, non, mais bon, on compte un peu les mois. École Cyril Roy, là, tu connais. Il souffre, on a envie d'ouvrir la cage aux oiseaux et qu'ils s'envolent loin, tu vois, en fait. Mais bon, c'est comme ça. Bref. J'aimerais juste dire un truc. Bien sûr. Un sentiment de... En fait, début de saison, on était tellement conforté par cette défense très solide et intraitable, en fait, c'était vraiment le mot, que maintenant on prend 2 buts par match là depuis la reprise, c'est compliqué à accepter, et surtout on a moins ce sentiment de sécurité quand on est dans un temps faible, et ça, moi j'ai du mal, ça me monte un petit peu la sauce, parce que je trouve que tout match de Coupe de France que ce soit, franchement, Bordeaux, on doit les éclater. Quand même, on doit pas prendre de franchement, buts. t'as quand même 2 fois d'effet de jeu qui t'offrent la possibilité de finir le match relativement cool. Je veux dire, t'as ce penalty qui te tombe dès le retour des vestiaires, tu te dis, parfait, tu vas mener 2 buts. Les mecs, ils vont prendre un coup sur la tête, vu que c'est au pire moment, et du coup, ils reviendront plus jamais parce que t'as ta défense titulaire. Jamais tu dois les laisser revenir. Tu les laisses revenir à 2-1 avec cette erreur de marquage. Tu as la chance de remarquer derrière quand même assez vite avec ce contre favorable, et malgré tout tu arrives encore à te faire peur derrière. Je pense que c'est quelque chose on peut encore y voir 2 faces d'une même pièce. J'ai bien aimé de voir la réaction, de se dire que contrairement à des précédents matchs à l'extérieur où dès qu'on prenait un but, alors certes c'était l'ouverture du score de l'adversaire, c'était peut-être ça qui était différent, mais on se liquéfiait immédiatement et tu savais que tu ne reviendrais jamais dans la partie. Là, je ne dirais pas qu'on a, comme je te rejoins, Torkel, qu'on a assuré dans nos temps faibles, loin de là. Par contre, à chaque fois qu'il y a eu un temps faible et qu'on a pris ce but-là, on a tout de suite essayé de réagir. Il y a peut-être, après le deuxième but bordelais, on n'a pas réussi. Est-ce que c'est les changements? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Ce que j'ai ajouté, c'était que à chaque fois, on a eu ce contre. Mais il y a ce face-à-face de Guessant, quand même, il me semble, que c'est après le deuxième but. Il finit pas au fond, mais il y a cette belle réaction aussi. Exact. On peut revenir sur cette difficulté à casser les matchs. Mais casser les matchs, pas d'un point de vue défensif, mais aussi d'un point de vue offensif. Enfin, clairement. Là, pour une fois, tu mènes 2-0. C'est le moment où tu devrais te dire, enfin, t'as fait le break. Oui, bien sûr. Mais c'est à ce moment-là où tu sais que tu connais ton club et tu te dis, on a quand même raté une grosse occasion pour un mi-temps. Tu devrais tu devrais avoir au moins 1 ou 2 buts de plus, avec un peu plus de justesse. Et au final, tu prends un but derrière. Donc on peut voir les 2 côtés, mais ce que je retiens comme vous les gars, c'est ce problème défensif, et je le répète, encore plus parce qu'on n'avait pas l'habitude, mais surtout parce que tu avais ta défense titulaire. Et ça, c'est difficilement compréhensible en fait. Oui, c'est le 15e de Ligue 2 en face, on le rappelle encore une fois. Messieurs, je vous propose peut-être de terminer cette émission, alors un format un peu plus court que d'habitude, mais on a été à l'essentiel sur la qualification, et puis c'était vraiment l'aspect défensif qui nous a un peu étonné sur cette rencontre-là. On espère que ce sera un one-shot. On sait que la coupe et le championnat sont 2 choses différentes, et qu'on va récupérer notre totémique charnière Dante-Todibo face à Metz dès le week-end prochain. Quelque chose à rajouter peut-être sur ce match, sur la qualification, sur la suite de la compétition, sur le mercato, peut-être aussi, du coup Salvatore Sirigu qui nous a officiellement quitté et qui s'est déjà pris un but avec son nouveau club turc. Bon, ils ont fait un partout. Il a pris un CSC d'un de ses compatriotes. C'est pas uniquement sa faute. Il y a eu traîtrise, mais je pensais pas que t'allais la sortir. Non, mais je suis en train de regarder, Sirigu est titulaire, je vais voir comment ça s'est passé. Je fais tant pis pour lui. Rien de personnel en plus, je regrette que ça ne soit pas le plaisir ne soit pas prolongé plus longtemps.
je temps. regarde Mais... qu'ils ne soient pas restés, mais bon, c'est comme ça. Mais du coup, j'ai une question pour vous parce que c'est un vrai débat. Est-ce que pour vous, Teddy Poulendi numéro 2, ça vous inspire quoi? Bah, quand tu vois la performance de Marcin Bulka et ce qui te sauve sur le début de l'année civile, bon, sur toute la saison, hein, de toute façon, voilà, forcément, nous, on peut pas juger Teddy Poulendi qu'on a très brièvement vu en match d'avant-saison, et j'ai pas un souvenir déconnant non plus, hein, de ses performances, mais le staff a intérêt à être sacrément en confiance avec lui, également dans le troisième jeune gardien polonais apparemment sur lequel le staff fonde beaucoup d'espoir. Mais tu te dis que si jamais tu perds Bulka 4 mois comme ça a pu être par le passé, l'année dernière, oui. Bon, après, est-ce qu'on aurait été plus safe avec Sirigu qui visiblement, quand il y a eu la perspective pour lui de rentrer en jeu, il n'est même pas allé s'échauffer. Il avait le trouillomètre à 2000 sur le banc. Des souvenirs du Vietnam, le mec, il s'est dit non, je rentre pas. Voilà, non, mais enfin voilà. Donc, les cauchemardesques l'image en vrai. Ça, on ne peut faire confiance qu'au staff. En tout cas, c'est mon avis sur la question. Non, sauf le mercato est terminé ou pas? Il jouera pas. Mais... Et pour vous, le mercato est terminé ou pas? Je veux pas faire genre j'ai des infos, mais il y a quand même beaucoup de pistes aux avant-postes à mon avis pour qu'il n'y ait pas au moins en cas de départ des opportunités qui sont étudiées. Après, moi je pense qu'on aura une petite surprise dans le mercato. Pour moi ça dépendra des départs. C'est pas une info, hein. Non, pareil. On aura une petite surprise. Allez, ouais, moi je pense pareil, un petit sous-marin de dernière minute là, qui remonte à la surface avec une piste pas du tout prévue. Mais sans départ, ça me semble compliqué, sauf très très jeune joueur de 16-18 ans que tu fais venir pour l'avenir. Ça, entre guillemets, ça ne compte pas, mais pour renforcer vraiment l'effectif pro, les 14-16 joueurs principaux, voilà, sauf un départ, pourquoi pas celui de Jordan Lotomba s'il y a une bonne opportunité, ou d'un joueur offensif pour faire de la place à un profil plus en adéquation avec ce que veut Francesco Farioli. Gisolfi, je crois qu'il a annoncé qu'il y aurait 1 ou 2 départs. Voilà. Mais bon, après, si tes départs c'est Robson Bambou et je ne sais pas qui, tu n'es. Allez. Est-ce que tu les comptes? Je vais me faire plaisir. Et Alexis Claude Maurice, est-ce que tu les comptes? Tu vois, ouais, non, tu fais rien. Voilà. Désolé, Alexis. J'ai vraiment voulu t'aimer. J'étais un crack sous Pep Urcea, mais bon, là, c'est plus possible. Il faut s'en aller maintenant. J'ai hâte de voir Valentin Rosier quand même sur le terrain. Même s'il faut qu'il se refasse un petit peu physiquement, comme tu le disais tout à l'heure, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut nous apporter à la place de Jordan Lotomba. Il a des tatouages, il est forcément bon. Mais il n'est pas argentin. Il est seulement tatoué, donc. Valentin Monzon. Valentin Monzon. Turkel qui a hâte de voir Valentin. J'ai envie de voir une alternative à Tal ou Lotomba parce que moi ça me suffit pas. Je pense que c'est un poste, ça fait 5 ans, on a des problèmes avec. À un moment donné, il faut peut-être corriger. On remarque qu'on a eu des problèmes avec le latéral gauche, maintenant on peut passer à droite. Hein. Non, mais c'était pas que des problèmes sportifs en plus, quoi. Donc c'est ça le problème. On a que des problèmes avec le latéral droit. Et là, on prend un mec qui s'est battu avec un de nos joueurs. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce club? Ça va pas. Alric, pour cette fin de mois de janvier, encore 11 jours, il y a une unique rencontre pour l'instant face à Metz qui est prévue. Qu'est-ce que gagner forcément pour remettre la marche en avant et conserver cette place sur le podium le plus longtemps possible naturellement, mais après dans le contenu une recrue on verra bien, mais on serait surpris que ce soit définitif, enfin pour le 11 pour renforcer le 11 rapidement. Qu'est-ce que tu attends de cette fin de mois de janvier? Déjà, il faut poursuivre une série qui est ultra positive à domicile. Je crois qu'on est sur 4 ou 5 victoires consécutives à domicile. Si tu comptes Auxerre, oui, bon, comme une victoire. Non, je parlais que le championnat, je parlais pas avec la coupe. Je crois que c'est 4 victoires consécutives. Depuis Metz, le duel au sommet avec Eric Roy, tu as tout gagné à la maison, effectivement. Voilà, donc c'est une série qu'il faut poursuivre parce qu'on avait fait un petit calcul il y a quelques semaines en se disant que si tu fais match nul ou défaite à l'extérieur, mais que tu gagnes tous tes matchs à domicile, tu as quand même une sacrée chance de finir sur le podium. Je pense que ça doit être un objectif. Dans cette émission, quand même. On s'est gâché. Ouais, on est supporters, on fait au minimum. Ouais. Mais il faut quand même garder, je pense que c'est un objectif qui doit être maintenant avoué, c'est d'essayer de finir sur le podium. Donc victoire à domicile indispensable face à une équipe quand même messine qui je pense est à notre portée.
Ce que j'aimerais, alors c'est un peu utopique parce que je suis supporter de l'OGC Nice, on va pas l'oublier, c'est quand même une victoire avec un côté un peu sans conteste. Ça serait bien qu'il y ait une petite victoire 2-0 où défensivement tu peux pas être passé, quoi. Je trouve pas le mot, donc je fais un peu comme je peux, et où offensivement tu montres des choses intéressantes. Et ça serait bien, notamment pour essayer de casser un petit peu cette ambiance qui tend à dire oui, mais on sait jamais, peut-être que ça va être compliqué cette deuxième partie de saison. Alors que tu es deuxième du championnat et qualifié en Coupe de France encore une fois. Hein. C'est vrai qu'on voit certains supporters, et c'est pas pour nommer ni rien, parce que on a quand même parlé une plus grosse partie de l'émission aujourd'hui à se plaindre. Donc nous aussi on en fait partie, mais ou même certains titres de presse de dire le début d'année est compliqué alors que tu fais un mercato relativement ambitieux malgré la baisse de moyens que tu es qualifié en Coupe de France. Il y a ce mauvais match à l'extérieur, effectivement. Mais en fait, comme tu le dis, une belle victoire, allez, 3-0 face à Metz avec un doublé de Gaëtan Laborde. Au final, est-ce que ça n'allégerait pas les esprits de tout le monde ? Non seulement ça, et puis... et un petit but de Kefren Turam, allez Kef, on y croit. Ouais, voilà, tout de suite on s'énerve. Ça permettrait surtout de dire, voilà, les ambitions sont réelles et on va pas lâcher. Je pense qu'il manque ça pour que tout le monde se remette à l'endroit correctement et qu'on puisse passer une deuxième partie de saison agréable. Tuchel envoyait un signal fort aux supporters, au monde médiatique, aux joueurs, au groupe eux-mêmes, pour dire que en fait on compte bien faire la même chose de cette deuxième partie de saison et qu'on en a les moyens. Se remettre en marche, conquérant, et ça va bien se passer. Moi c'est ce que j'attends, et puis voilà, et puis continuer notre chemin dans cette Coupe de France. Voilà, c'est une compétition qu'on aime tous. Et on a tous envie de remporter ce trophée-là. Un trophée, on en a envie. Je vais pas répéter pourquoi. Oui, non, mais pas spécifiquement ce trophée-là. On veut un trophée. Mais on aurait pris la Conference League aussi, mais... celui-là, il me tient particulièrement à cœur, donc j'ai très envie j'ai pas entendu. Au bout cette fois. Sincèrement. Messieurs... Non, mais voilà, conquérant et serein. Et on y va. On y va, on espère que la machine sera remise en avant. En tout cas, en Coupe de France, ça fait déjà 2 tours de passé, et on va dire que c'est déjà bien en attendant le tirage au sort des 8e de finale dimanche, du coup, donc demain soir à l'heure où on enregistre, en espérant, il y a possibilité que ce soit un derby, possibilité que ce soit les retrouvailles avec le Puy et plein d'autres retrouvailles. De toute façon, Non, le Puy, je veux pas, moi je le dis, le Puy c'est interdit. Hein. On ne choisira pas, et puis on verra bien ce qui lancera, et on espère que l'aventure se continuera, et pourquoi pas à la maison aussi, hein, pour qu'on puisse vivre une belle ambiance avec un match en jeu. Messieurs, merci de m'avoir accompagné dans cette émission. Avantinissa, je vous rappelle, est de retour sur YouTube avec une chaîne à son nom. On va essayer de diversifier un peu les contenus. Alors, il va falloir qu'on ait du temps et des compétences pour ça, mais promis, on va essayer. En attendant, vous retrouvez toutes nos émissions, tous nos anciens live Twitch, l'historique sur... c'est désormais la 5e saison, même si la première avait été rapidement amputée par le Covid. Mais c'est la 5e saison qu'on revient sur les analyses matchs de l'OGC. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Avantinissa désormais. Et puis forcément, vous continuez à nous retrouver sur toutes les plateformes audio, Spotify. Vous avez été nombreux à nous laisser des appréciations, et on vous en remercie. Apple Podcast, c'était un peu moins nombreux, mais sont tout aussi bonnes. On vous en remercie aussi. Et puis sur la plateforme que vous voulez, n'hésitez pas à nous faire également des retours sur nos comptes X, sur nos comptes Instagram. On n'a pas toujours le temps de tout lire, de tout gérer, mais on est là, on essaye de suivre entre 2 matchs de l'OGC Nice. Tuchel, Alric, merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie, et puis vous revenez quand vous voulez, c'est aussi et d'abord votre émission, et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.